Merci de nous rejoindre sur Télémétropole à l'heure de Métro News. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de cette édition, rencontre ce jeudi entre le Premier ministre Gary Conille et l'Association des industries d'Haïti, ADI, pour discuter des défis économiques et industriels du pays. Lancement ce jeudi du Forum national de la société civile sur la participation des femmes et des jeunes à la transition. Le Premier ministre Gary Conille a pris part à cette cérémonie. Et puis commémoration ce jeudi du 10e anniversaire de la mort de Leslie François Maniga, fondateur du RDNP. De nombreux acteurs politiques et de la société civile ont rendu un hommage au professeur. La deuxième cohorte du premier contingent des forces kenyanes est attendue en Haïti ce jeudi soir. Pendant ce temps, les gangs armés continuent d'opérer, quoique timidement. Dans la nuit du 26 au 27 juin 2024, des membres du groupe criminel 400 Marozo ont incendié les locaux de la mairie de la Croix-des-Bouquets ainsi que véhicules à proximité. L'expert en relations internationales Fritz Dorvilliers est avec nous pour nous éclairer sur le contexte spécifique de ce déploiement et également sur les règles d'engagement des forces kenyanes. Professeur Dorvilliers, bonsoir, bienvenue à Métro News. Bonsoir. Alors, le 25 juin 2024, le premier contingent de policiers kenyans est arrivé en Haïti. La première chose, professeur, qu'est-ce qui va concrètement changer avec l'arrivée de cette troupe ? Donc concrètement, c'est une question difficile. Qu'est-ce qui va changer? De toute manière, il va y avoir des efforts, des actions pour résoudre le problème pour lequel la force arrive. La force a été mobilisée, c'est-à-dire que le problème de la sécurité en Haïti. Donc, qu'est-ce qui va changer? On ne peut pas dire d'ores et déjà ce qui va changer sans avant de voir les actions, les modes d'organisation, les formes d'engagement des agents policiers, des policiers kenyans, accompagnés des policiers haïtiens, comment ils vont s'organiser, comment ils vont intervenir, c'est-à-dire que les tactiques, la stratégie, les tactiques qui vont être mises en œuvre. Alors il y a une question qui faisait débat bien avant l'arrivée de cette troupe, c'est la question du financement. Et mercredi, il y a la ministre des Affaires étrangères canadienne, Madame Mélanie Joly, qui a annoncé un don supplémentaire du Canada, soit à hauteur de 5,7 millions de dollars pour soutenir la force. La question, est-ce qu'aujourd'hui, la question du financement n'est plus un problème ? On ne peut pas dire cela, parce qu'il en faut beaucoup plus, parce que c'est une mission non onusienne. Il faut des contributions volontaires. Chaque État membre des Nations Unies va décider de manière en fonction de sa capacité combien il va pouvoir donner. Mais la contribution du Canada seulement ne va pas du tout suffire à financer cette force-là, parce que tout simplement il n'y aura pas simplement 200 ou 300 militaires ou policiers kenyans sur le terrain. Il y en aura beaucoup d'autres, peut-être 2000, 3000. Il va y avoir des Maliens, pas des Maliens, c'est-à-dire qu'il va y avoir des Béninois, des Sénégalais, des Antillais, d'autres peut-être, d'autres nations, d'autres États d'Amérique à travers l'Organisation des États américains. Donc il va falloir beaucoup plus d'argent, largement beaucoup plus d'argent pour financer cette force-là. Donc la contribution du Canada est bienvenue, elle est nécessaire. Il faut déjà remercier ce pays-là, mais on attend encore d'autres contributions de la part d'autres États membres des Nations Unies. Et qu'est-ce qui se passerait si ces autres États décident de ne pas contribuer, par exemple ? Donc, mais c'est une contribution volontaire. On ne peut pas forcer les États à contribuer à financer cette force-là. De toute manière, la force ne pourra pas fonctionner normalement. Il n'y aura pas assez de policiers déployés sur le terrain pour combattre les bandes criminelles. Donc, il faut qu'il y ait d'autres États qui participent à l'effort de sécurisation du pays. C'est une condition sine qua non. Toujours concernant cette force, nous savons que le gouvernement haïtien et le gouvernement kenyan ont signé un document régissant le statut et le fonctionnement de cette mission. Quels sont donc les points saillants de ce document ?
Oui, il y a pas d'originalité dans ce document-là. C'est un document type qui dérive d'une convention type. C'est la Convention générale de 1946 des Nations Unies sur les privilèges et les immunités qui garantissent un certain nombre de privilèges aux organisations, c'est-à-dire aux agents, aux fonctionnaires, aux membres des Nations Unies aussi, et qui garantissent aussi une juridiction, une immunité de juridiction aux agents, aux policiers qui vont intervenir sur le terrain. De toute manière, il n'y a rien de nouveau dans ce document-là. Il y aura des privilèges en termes de taxes, privilèges en termes d'immigration, privilèges en termes on peut dire, de radiodiffusion, privilèges en termes de port d'armes, etc. Il va y avoir aussi des immunités par rapport à la force pour protéger en quelque sorte les policiers. De toute manière, c'est un document qui est commun, qui fait partie de toutes les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Donc, qui garantissent en fait, qui protègent les soldats, ou du moins les policiers du système des Nations Unies, d'une opération de maintien de la paix qui va intervenir sur un théâtre d'opération dans un pays quelconque. Justement, professeur, parlant d'immunité, nous savons que Haïti a connu d'autres interventions étrangères, notamment avec la MINUSTAH. Et après, justement, le départ des agents de la MINUSTAH, plusieurs organisations de défense des droits humains sont montées au créneau pour dénoncer certaines bavures qui ont été commises. Que se passera-t-il si aujourd'hui un policier kenyan ou n'importe quel agent de la mission commettent un crime contre un Haïtien? Non, mais c'est tout à fait, c'est écrit dans le document, dans l'accord, parce que c'est un accord de statut d'intervention, statut de siège, en quelque sorte, de la force. Qu'est-ce que l'État haïtien ne pourra rien faire? Parce que tout simplement, avec cette question d'immunité, de juridiction, c'est comme un État qui a ses agents sur le territoire de notre État. Donc l'autre État ne peut pas traiter comme bon lui semble ces agents-là. De toute manière, étant donné que les policiers sont venus pour aider Haïti, pour sécuriser la population. Donc, il faut aussi qu'ils aient certains droits, certains privilèges, une certaine immunité de juridiction. Si un policier kényan commet un acte délictueux, un crime grave de l'État haïtien, si le crime est commis en dehors des bases, du moins dans l'exercice des fonctions de ces policiers-là, l'État haïtien n'a d'autre choix que de remettre ce policier au commandement de la force. Le commandant de la force va décider de son sort, l'envoyer pour se faire juger au Kenya, parce que tout simplement, les policiers sont protégés par une immunité de juridiction. Donc c'est comme ça que ça se fait. Si on vient vous protéger, de toute manière, il faut que les policiers garantissent les droits de la population civile, protègent les populations civiles pour qu'il n'y ait pas de victimes collatérales. En retour, il faut que ces agents de police aient une protection en retour. C'est cette immunité de juridiction. Le tribunal compétent pour juger un policier qui commet une infraction sur le territoire haïtien, ce sera un tribunal kényan. Donc, si le tribunal kényan n'arrive pas à le faire, s'il y a un recours, si la victime ou du moins les victimes ne sont pas satisfaites, elles n'auront qu'à faire un recours à un plus haut niveau, soit au niveau de la Cour pénale internationale. Mais Haïti, étant donné ce document, c'est un document type. Un document qui provient d'une convention type, Haïti n'a pas le droit, étant donné cet accord, étant donné cette type d'accord, étant donné l'immunité de juridiction, Haïti n'aura qu'à remettre ce policier qui va être jugé dans son pays. C'est comme cela, mais c'est un accord de deux parties. Haïti l'a signé, le Kenya l'a signé. Dernière question, professeur d'Orvilliers. Est-ce que vous êtes confiant quant à la réussite de cette mission? Non, je ne peux pas dire ça. Je n'ai pas assez d'éléments pour être confiant quant à la réussite de la mission, parce que la réussite de la mission ne dépend pas seulement de la mission, c'est-à-dire que ne dépend pas seulement des policiers, du commandement des policiers qui sont déployés sur le terrain. La réussite de la mission dépend aussi de la partie haïtienne, du modèle de collaboration qui va être mis en place et du dispositif d'engagement
qui va être mis en place, et le nombre de soldats le nombre de policiers qui va être déployé sur le terrain, la manière dont ce déploiement va se faire. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas encore clairs pour avoir une idée tout à fait anticipée sur la réussite ou non de cette force-là. Professeur Fritz d'Orvilliers, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. À moi de vous remercier. Voilà, c'est avec nous le professeur Fritz d'Orvilliers, expert en relations internationales. Il était notre invité pour commenter l'actualité, notamment avec l'arrivée des troupes kenyanes en Haïti. Merci de votre fidélité à Métro News. La suite des informations. Le général américain à la retraite Russell Honoré considère que la situation en Haïti est bien plus complexe qu'un simple rétablissement de la sécurité dans les zones occupées par les gangs armés. Selon lui, Haïti nécessitera 2 milliards de dollars pour aider plus d'1 demi-million de personnes déplacées, ouvrir des hôpitaux et des écoles et sécuriser la frontière et le port. Le général Honoré souligne également l'importance d'équiper la police nationale haïtienne et les forces armées d'Haïti, soulignant qu'il a toujours plaidé pour une solution haïtienne à la crise actuelle. Autre nouvelle, lors d'une réunion en marge de l'Assemblée générale de l'OEA dédiée à la mission d'appui à la sécurité en Haïti, Dominique Dupuis, ministre des Affaires étrangères, était aux côtés de Brian Nichols, sous-secrétaire d'État américain. Elle a souligné l'importance de cette initiative, réaffirmant que la stabilité et la sécurité en Haïti sont essentielles, non seulement pour le pays, mais aussi pour toute la région. Elle a également eu des discussions avec Laura Carpini, ministre plénipotentiaire et directrice pour l'Amérique latine et les Caraïbes au ministère des Affaires étrangères d'Italie. Elles ont abordé l'aide humanitaire de 8 millions de dollars, l'assistance à la justice et à la réforme pénitentiaire, ainsi que la nécessité d'une plus grande participation des pays européens aux efforts de la mission de sécurité en Haïti. Autre point dans ce journal, le Premier ministre, le Dr Garikoni, a rencontré jeudi l'Association des industries d'Haïti, ADI, pour discuter des défis économiques et industriels du pays. Il a exprimé sa gratitude envers l'ADI pour ses efforts en faveur du développement industriel et assuré que le gouvernement prendra des mesures concrètes pour stabiliser l'économie. Les discussions portaient sur l'exonération des taxes sur les importations de matières premières, l'amélioration des processus douaniers, le renforcement des contrôles aux frontières, le soutien au renouvellement de la loi Hope Help, ainsi que la lutte contre la corruption et la mise à jour du système fiscal. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à collaborer étroitement avec l'ADI et d'autres associations pour créer un environnement favorable aux affaires et renforcer le partenariat public-privé. Le volontariat pour le développement d'Haïti a organisé ce jeudi le Forum national de la société civile sur la participation des femmes et des jeunes à la transition. La cérémonie d'ouverture, qui a réuni des représentants d'organisations provenant des 10 départements du pays, vise à renforcer la participation et l'engagement des citoyens, en particulier des femmes et des jeunes, dans le processus de concertation et de dialogue politique en Haïti. Organisé en partenariat avec le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, un document final sera produit et transmis aux autorités étatiques. Précisons que le Premier ministre, le Dr Garikoni, a procédé au lancement de ce forum. Tour à tour, les propos du Premier ministre et du Dr Jean-Villemont-Hilaire. Nous ne pouvons pas résoudre le problème de sécurité sans pas accompagner par les jeunes, parce que quelqu'un en pile fois détourné pour faire au fait, ça n'a pas de fait. Je dis à nous pas parler remettre camper l'économie, sans nous pas accompagner les femmes qui pas jamais bouquet de travail, ni tout si nous pas créer moyens pour faciliter les jeunes joindre financement pour réaliser l'idée business sur gain. Je dis à nous pas parler sous question conférence nationale avec révision constitutionnelle, sans famille avec jeunes, plus passer moitié population. Je dis à pour l'État fonctionner comme ça doit, et pour la justice blaye, nous ne pouvons pas fermer les yeux nous, sur toute qualité violence, femmes
actifs a subi. Tout ça pour montrer nous, femmes et jeunes, c'est pilier de transition. Aussi, je vous invite à continuer à vous mobiliser, à exprimer vos idées et vos préoccupations, à être ouverts au dialogue et à travailler main dans la main avec le gouvernement. Je suis convaincu, chers amis, que ce forum représente aussi un effort remarquable de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui souligne l'importance de la participation politique des femmes et des jeunes, notamment la résolution 1325, qui a mis l'accent sur le rôle crucial des femmes dans la prévention de la résolution des crises. La résolution 2250, qui reconnaît l'inclusion des jeunes dans la prise de décision à tous les niveaux. Je salue donc cette initiative des organisations de la société civile qui jouent un rôle déterminant en tant que pont entre le gouvernement et la population, en tant que gardien de nos valeurs démocratiques, voix des sans-voix, défenseurs des droits de l'homme et catalyseurs du changement social. Ce forum, supporté par plusieurs institutions internationales, constitue un point d'ancrage national à travers une organisation nationale, le VDH, qui promeut la participation accrue des jeunes et des femmes dans le processus politique de transition en cours. Je salue tout aussi bien l'engagement continu de l'ONU, des Nations Unies, des États-Unis d'Amérique, de l'OEA, de l'Union européenne, de tous les partenaires internationaux à soutenir les efforts des autorités haïtiennes et de la société civile. En terminant, je dis aux jeunes et aux femmes de mon pays qu'ils ne sont pas seulement que l'avenir d'Haïti, ils sont le présent d'Haïti. Non pas seulement parce qu'ils représentent chacun dans sa catégorie plus de 50% de la population, mais parce que leur rage de vaincre l'adversité est une source d'inspiration pour celles et ceux qui dirigent le pays et un message national et international qu'Haïti vaincra. VDH, Volontariat pour le développement d'Haïti, sous leadership réunit en pile organisation de la société civile qui sont dans 10 départements pays, particulièrement des organisations de jeunes et des organisations de femmes, pour venir regarder comment ils sont capables d'encourager la participation jeunes avec femmes dans la transition ça pour faciliter que ça qui signe dans l'accord 3 avril, qui c'est remettre pouvoir à un gouvernement élu à partir du 7 février 2026 que le capable de faire tout bon vrai. Mais deuxième aspect, c'est l'engagement société civile dans un chantier de réel changement par rapport à la situation pays. Jean nous connaissons, depuis la Constitution 87, sous 7 présidents que nous élus, il y a 4 là qui n'ont pas jamais fini mandat. Sans compter ça qui finit mandat, c'est au prix de un pile instabilité, problème politique. Comment nous sommes capables de faire en sorte pour que la transition, ces dernières transitions, tout bon vrai? Comment nous sommes capables de faire que le pays prend chemin pour nous changer le paradigme historique que nous vivons depuis plus que maintenant 30 ans? Les fondamentales et que la participation de la société civile et particulièrement jeunes avec familles qui c'est majorité population dans le pays et la société civile qui lui-même qui a une proximité avec la population par rapport à ça que vous vivez. Donc, il est fondamental que vous-même que vous engagez pour réussir la transition ça et pour l'avenir du pays. À l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire de la mort de Leslie François Maniga, le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, a organisé une cérémonie d'hommage à laquelle ont pris part de nombreux acteurs politiques et de la société civile. Mais Leslie Maniga, en tant qu'homme politique, était un citoyen haïtien total, authentique. Maniga n'a pas commis d'erreur en ce qui concerne les principes, en ce qui concerne les règles, en ce qui concerne les intérêts vitaux de la nation, que mon professeur est parti avec toute sa dignité originelle. Leslie Maniga n'a fait aucun compromis avec les impérialismes, aucun compromis avec les forces réactionnaires et rétrogrades de ce pays. Maniga était une lampe, mais une lampe qui est éteinte. Mais il y a d'autres lampes qui sont allumées. L'héritage de Leslie Maniga, c'est un héritage sacré. Les idées du professeur Leslie Maniga, comme disait l'écrivain Pierre-Raymond Dumas, nous n'avons pas besoin d'écrire qu'un projet de société. Pas qu'un parti politique en Haïti besoin d'écrire aucun projet de société. Maniga a tout dit. Cette phrase n'est pas de moi.
Pierre-Raymond Dumas a dit, Leslie Maniga a tout dit sur Haïti. Il suffit seulement d'appliquer les idées du professeur Leslie François Maniga. Nous sommes au terme de cette édition de Métro News. Mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information développée ce jeudi. Rencontre entre le Premier ministre Gary Coney et l'Association des industries d'Haïti pour discuter des défis économiques et industriels du pays. Lancement ce jeudi du Forum national de la société civile sur la participation des femmes et des jeunes à la transition. Le Premier ministre Gary Coney a pris part à cette cérémonie. Commémoration ce jeudi du 10e anniversaire de la mort de Leslie François Maniga, fondateur du RDNP. De nombreux acteurs politiques et de la société civile ont rendu un hommage au professeur. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain vendredi, mais entre-temps, restez sur Télémétropole. Bonsoir.